Bonsoir, bienvenue sur le plateau des Entretiens, votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani, RDC Télévision. Nous avons un invité, il s'agit de Monsieur Herman Boa, qui est président national de Force d'Avenir du Congo et rapporteur des alliés de l'UNC. Monsieur Herman, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Philippe. En forme? Oui, en forme. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être reçu sur ces très beaux plateaux. Et d'abord, je commencerai par vous féliciter. Merci. Pour le travail que vous abattez, pour les comptes de Perfect Télévision. Merci. Et à vous, et surtout à mon aîné, le DG Tiani Peter. Oui. Transmettez-les toutes mes salutations. Et il nous suit là. Et ainsi qu'à toute l'équipe technique qui est avec nous en ce moment. Équipe technique, vous m'avez dit que vous êtes en forme, mais j'ai appris que l'INC a multiplié. Quand on parle de l'INC, on voit la Force d'Avenir du Congo, qui est un parti allié de l'INC, a multiplié des réunions après les nominations dans des entreprises publiques. Parce qu'il n'y a aucun membre de l'INC qui est sur la liste. Est-ce vrai? Non, j'aimerais d'abord lever la confusion, oui, ou calmer nos militants et cadres, surtout en ce qui concerne les Forces d'Avenir du Congo, et que cette situation que nous sommes en train de traverser, elle n'est pas une calamité, elle n'est pas une corvée. Vous parlez des rencontres, oui, en politique, les discussions se font. Les rencontres, les entretiens, les échanges, les dialogues, ils sont permanents, oui, dans un cadre politique, dans un milieu politique. Donc il est tout à fait normal que nous, dans le cadre des Forces d'Avenir du Congo, qu'on se réunisse avec les cadres et militants, mais aussi dans le cadre de notre alliance avec l'UNC, il est normal que des réunions se font et que des discussions aient lieu entre nous et notre principal allié pour faire des projections évidentes et surtout conséquentes par rapport à la marche du pays. Donc vous confirmez qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun bâton entre les roues? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le président Tshisekedi et le président Kamere sont des partenaires politiques. Oui. Ils s'entendent très bien. Les dialogues règnent entre les deux personnalités. Le secrétaire général de l'UNC, qui est M. Kambale et M. Kabouya, pour le compte de l'UDPS, les courants passent très bien entre les cadres des deux grandes formations politiques. Il n'y a aucun problème, mais aussi entre les alliés, il n'y a aucun problème. Bon, après, ce sont les discussions entre militants dont les cadres ne peuvent pas s'ingérer parce qu'ils ont un niveau d'accréditation pour des informations viables pour eux à leur niveau. Et je vous garantis que le président Kamere est en entente parfaite avec le président Tshisekedi. Donc vous confirmez, donc il faut maintenant apaiser le partisan, il faut vraiment être en communication. Il faudrait être calme. Ce qui est plus important pour nous, Force d'Avenir du Congo, pour nous comme alliés à l'UNC, c'est l'amélioration des bien-être social de la population congolaise. Oui. Il est vrai que cela passe par des responsabilités entre ceux qui dirigent les pays, de pouvoir bien faire leur travail. Oui. Et nous pensons que nous avons les compétences, les talents, les qualifications qu'il faut pour répondre efficacement aux besoins de la population quand l'heure va sonner. Mais pour l'instant, il faudrait être calme et être surtout patient et surtout avoir un regard fixé vers le cap. Pour nous, le cap, c'est 2023 pour les élections. Vous parlez pour le bien-être de la population dans le programme de cash et le cash, c'était il faut sécuriser l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous constatons que l'insécurité des M23 occupent, il y a d'ici là plus de 3 mois, occupent Bunagana, ils sont presque à Rutshuru, Kibumba, le FRDC vient de le récupérer. Dans tout ça, quelle est la démarche de vous, comme vous êtes rapporteur des alliés de l'UNC, dans l'intérieur, comment vous travaillez pour trouver la solution pour le pays? Vous savez, politiquement. Oui, justement, je vais faire la petite histoire. Ça ne date pas de très longtemps, il y a juste un mois. Oui. Nous et le président Kamere, nous étions dans l'Est de la République. Oui. Nous avons passé 3 semaines
dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema ainsi que la Chopo. À la fin de cette tournée, dite tournée à Mani, le président Kamere a rendu public comme un responsable politique et surtout un fils du coin et surtout un Congolais aussi. Oui. Il a rendu public les plans de sortie de crise pour mettre fin à ces théâtres ou à cette scène désolante que nos frères de l'Est subissent. Les plans consistaient notamment à faire avancer les discussions politiques entre les États, notamment la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, pour enfin de résorber définitivement la crise. C'est ce qu'il a dit, la théorie de l'œil de la cyclone au milieu ou au centre du triangle, qui est les M23. Et je crois que, sans pour autant tomber dans les triomphalismes, aujourd'hui, ce qui s'est fait actuellement, c'est justement la mise en œuvre effective et intégrale du plan de sortie de crise proposé par le président Kamere. Parce que vous et moi, nous avions appris il y a quelques semaines que le président Kenyatta, qui est le facilitateur de l'EAC, était ici à Kinshasa. Il a rencontré le président Tshisekedi. À son tour, le président Kagame l'avait aussi rencontré. Et il y a quelques semaines, il y a quelques jours plus tôt, le comité de sanctions des Nations Unies a rencontré le président Museveni, qui est le président de l'Ouganda. Donc, les États se sont parlé, d'un côté les Congo, de l'autre côté le Rwanda et l'Ouganda, pour, n'est-ce pas, finir définitivement la guerre dans l'Est. Et vous avez vu, vous avez appris que le président Kagame a rassuré au président honoraire du Kenya, qui est M. Uhuru Kenyatta, le facilitateur, que les positions des M23 seront revues. Donc, ils vont quitter les villes jadis occupées. Et je crois que nous faisons confiance et que cela va arriver. Bien évidemment, c'est la contribution qu'avait faite à son temps le président Kamere. Mais cette contribution n'occultait à aucune des manières la possibilité de combattre. Oui. Parce que lui-même, il avait dit, il faut un fight et talk. Donc, on combat et on parle. Je crois qu'aujourd'hui, les FARDC sont en train d'être requinqués. Il y a des recrutements qui se font. Il y a l'appel qui a été fait pour que les jeunes puissent s'enrôler massivement dans l'armée. Petit à petit, les FARDC vont recouvrir leur force de frappe, leur force de dissuasion. Et je crois que dans un avenir de moyen terme, le Congo va retrouver sa puissance militaire. Vous n'avez pas vraiment vulgarisé le plan triangle, c'est ça, le plan triangle? Le plan de sortie de crise, oui. Oui, sortie de crise de Vital Kamerhe. Non, parce qu'il y avait beaucoup d'interprétations sur ça. Non, il ne faut pas accorder l'attention aux irresponsables. Quand le président Kamere parle, c'est un responsable qui parle. Il ne parle pas pour plaire à une certaine opinion ou pour plaire à un groupe de militants, non. Il parle comme responsable avec la responsabilité de la nation tout entière derrière lui. Donc il pèse les mots et il sait s'informer pour trouver la solution qu'il faut afin que les problèmes soient résolus. Et quand il avait donné son plan de sortie de crise, rappelez-vous, aux Nations Unies, le président Macron avait reçu le président Kagame ainsi que le président Tshisekedi. La recommandation, c'était quoi? Il fallait discuter. Les conseils de sécurité des Nations Unies avaient fait aussi la même recommandation aux partis en conflit de discuter, de dialoguer. Aucune organisation internationale n'avait enlevé ou évincé la possibilité de discussion entre les partis à conflit. Mais contrairement aux députés nationaux de la RDC qui ont même voté contre le dialogue avec le groupe terroriste. Non, je ne crois pas. On ne peut pas voter contre un dialogue. Il faudrait voir des choses telles qu'elles sont. Il faut faire attention parce que nous sommes en train de parler de la RDC qui doit rester entière après les mandats du président Tshisekedi. Et après que nous, vous et moi, ayons quitté la terre des hommes. Donc il faut laisser un Congo entier à notre progéniture. Il faut faire attention par rapport aux sensibilités, militantisme
des uns et des autres. Il faut étudier la question avec beaucoup de rigueur. Je préfère d'ailleurs saluer la position du gouvernement qui n'a jamais écarté la possibilité de dialoguer. Notre gouvernement l'a si bien dit, il est prêt à dialoguer et il est en train de le faire. On ne tombe pas dans le triomphalisme pour dire nous on a proposé et c'est qui est appliqué et donner un côté défaitiste des autres. Non, nous sommes pour la République, le président avait appelé à la cause nationale, nous sommes unis, mais seulement il faudrait reconnaître qu'à un certain niveau, il faut regarder ceux qui ont plus d'expérience par rapport aux questions du pays. Lorsqu'ils donnent un point de vue, il ne faut pas aller vite dans la contradiction. Il faudrait étudier et surtout être prêt à faire la pédagogie pour comprendre pourquoi cette position a-t-elle été dite. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison que les dialogues est la voie royale pour finir définitivement la crise entre la RDC et le Rwanda. Mais cela n'empêche que nos FRDC soient organisés, qu'ils aient leur force de dissuasion et pour bouter l'ennemi hors limite de nos frontières. Vous ne voyez pas que c'est dangereux lorsque les institutions ne voient pas sur le même, ils n'ont pas le même regard par rapport à la situation sur l'Est? Non, je crois que je m'inscris en faux. Je crois que notre gouvernement, le président de la République, suit attentivement les revendications de la population. Souvenez-vous, quand le peuple congolais avait marché pour demander l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, ces choses faites aujourd'hui. Mais ça a pris du temps. Non, on gère la République pas avec des sentiments, pas avec des sensibilités. Un responsable politique, durant le président de la République, lorsqu'il veut prendre une décision, il doit avoir tous les outils possibles d'analyser sa décision dans tous les sens possibles. Il est vrai que nos compatriotes avaient déjà lancé l'alerte pour demander l'expulsion de M. Kariga, qui est l'ancien ambassadeur rwandais accrédité au Congo. Peu importe les temps que cela a pris, mais le président a accédé à cette demande lorsqu'il a été lui-même aussi convaincu par rapport au niveau des informations à sa possession. Il a été convaincu qu'il fallait bien évidemment mettre fin au rapport diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Ces choses faites aujourd'hui. Pensez-vous que les Congolais sont d'accord avec cette initiative de dialoguer? Les Congolais, simplement. Les Congolais sont d'accord pour le retour de la paix. Les Congolais sont d'accord pour la stabilité de la partie est de la République. Les Congolais sont d'accord pour que les bruits des bottes cessent. Les Congolais sont surtout d'accord pour que l'intégrité du Congo soit respectée et notre souveraineté comme État soit aussi respectée. C'est là où les Congolais sont d'accord. Maintenant, les mécanismes pour y arriver, ce sont des décisions politiques qui se prennent à un certain niveau. Et je crois que le plus important, c'est les résultats qui va découler des discussions qui ont déjà commencé entre les trois États. Et je crois que le M23 sera vaincu définitivement. Dans une de vos déclarations, le 16 octobre dernier, vous avez parlé qu'on puisse créer un comité de suivi de l'accord. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion par rapport à ça? Oui, justement, faites allusion à la déclaration du bureau politique des Forces armées du Congo. Bon, cela était fait après avoir observé que entre partenaires politiques, donc créant des forces politiques créant le cash, il n'y avait plus de discussions en permanence entre les deux blocs. Oui, je vois. Donc, UDPS est allié et UNC est allié. C'est pourquoi nous, comme alliés à l'UNC, nous avions demandé à son temps que nous puissions avoir un comité de suivi et de mise en œuvre de l'accord cash. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour permettre les discussions permanentes entre les deux parties qui sont des partenaires politiques. Deuxième raison, c'est pour nous permettre de préparer comme il faut les issues qui viendront, en fait, pour préparer 2023 et pour permettre une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre de cet accord, de son exécution.
C'était les raisons qui nous ont poussés à demander cela. Et aujourd'hui, je remercie les hauts cadres des deux forces politiques, notamment l'UDPS et l'UNC, pour avoir compris cela et que les discussions reprennent entre nous pour que nous puissions avoir efficacement des éléments pour préparer comme il se doit la prochaine année électorale. Le manque, on peut dire que le manque de ces comités a fait qu'aujourd'hui l'INC ne puisse pas avoir le mandataire public. Non, ce qui est important, ce sont les discussions entre les partis. C'est vrai que nous sommes en train de nous ressaisir, hein, en tout cas, mais ce qui est plus important, ce sont les discussions entre les partenaires politiques. En politique, on parle, en politique, on discute. En politique, il n'y a pas d'issue quand chacun campe sur ses positions et dans un silence absolu. Il faudrait parler, il faudrait discuter. C'est chose qui est en train d'être faite aujourd'hui et nous, comme FAC, nous saluons cela. Comme FAC, vous saluez cela, mais il y a une question que je voulais poser. Certaines opinions disent que l'INC utilise ses alliés lorsqu'il s'agit d'une revendication. Au lieu d'aller directement, il fallait utiliser une déclaration de ses alliés, surtout votre déclaration là, une déclaration du 16, je me rappelle. Il y avait un commentaire sur ça. UNC vous a utilisé pour essayer un peu de bousculer un peu. Parce qu'elle ne veut pas aller directement. Je crois que c'est même... Il faut éclairer un peu. Je crois que c'est même cette opinion-là, telle que vous venez de la rendre, je crois qu'elle est même irresponsable. Donc ça appelle à une certaine manipulation entre l'UNC et ses alliés. Non, c'est irresponsable, c'est irrespectueux à notre égard d'avoir ce genre d'opinion. Malheureusement, les gens parlent, les gens discutent. Mais nous, comme parti politique, nous sommes responsables. Nous sommes un groupe qui possède quand même une certaine intelligence, qui peut lire les événements, les signes du temps et proposer des solutions à notre partenaire direct qui est l'UNC. Il n'a jamais été question d'être que l'UNC se cache derrière nous dans cette déclaration, pas du tout. On a pris nos engagements comme parti politique, on a donné une position qui n'a jamais été contredite par qui que ce soit. Une autre question, donc lorsque vous proposez vos propositions, lorsque vous présentez vos propositions, vous le présentez lors d'une déclaration ou vous parlez d'abord avec l'UNC avant de médiatiser? Non, nous sommes un parti politique d'abord. Nous avons une autonomie indépendamment de ce que pense ou de ce que fait l'UNC. Il est évident que comme nous sommes en alliance, il y a des discussions politiques qui se font dans les cadres de l'alliance entre l'UNC et les FAC. Et cette alliance se porte à merveille, très très bien, mais nous comme parti, nous avons notre indépendance de mettre un point de vue. Parlons de la situation sécuritaire avec le sommet de la francophonie. Comment vous trouvez la position du Premier ministre lorsqu'il refuse de prendre une photo avec une photo en présence, une photo où se trouve aussi le président rwandais? Non, c'est très bien. Vous savez, en ce moment, nous devons mobiliser tous les moyens pour faire comprendre au monde. Et je crois que le message est très bien passé. Par là, je veux d'ailleurs saluer les efforts du président de la République qui a réussi à faire convaincre au monde entier que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Les cas sont légion qui ont démontré que les Rwandais agressent bien évidemment le Congo. D'ailleurs, quand le comité des sanctions des Nations Unies avait été reçu par le président Museveni, ils ont même montré des images satellites où on voit les éléments de RDF traverser pour soutenir le M23. La position du Premier ministre, c'est une position républicaine. C'est une position à encourager. Ces boycotts-là a fait parler les Brontes. Et d'autres personnes qui n'étaient pas sensibles à la question congolaise ont pris une certaine sensibilité et commencent à comprendre réellement qui est le président Kagame. C'est une très bonne chose. Mais après, il fallait aussi refuser de prendre la photo avec Madame Mushikiwabo, qui a été malheureusement réélue
secrétaire général de l'OIF. l'UEF. Il fallait refuser aussi de prendre la photo avec elle. Il fallait réagir même à ses propos parce que Madame Mushikiwabo a pris position pour le Rwanda, qui est une erreur grave parce que de par sa position à la tête de l'OIF, même si elle est rwandaise, elle ne peut pas prendre position par rapport à un État. Elle a pris position par rapport à son pays en accusant les Congos. Je crois que le Premier ministre devait réagir à cette provocation-là. Malheureusement, ce n'est pas fait. Toutefois, on salue ce qu'il a fait en boycottant la photo de famille. 2023, comment se prépare le vote? Dans la même déclaration, vous avez parlé de révisitation de l'accord cash. Comment vous vous préparez? Je ne vais pas entrer vraiment dans... Je ne peux pas entrer là. Non, soyez à l'aise. Oui. Posez les questions, soyez à l'aise. Oui. Comment vous vous préparez? Vous êtes avec Félix Tshisekedi comme votre candidat? Non. Je sais que vous êtes allié de l'UNC. Le moment viendra. Le moment viendra. La préoccupation majeure du président de la République pour l'instant, c'est de ramener la paix. C'est de veiller à la mise en œuvre totale du plan de développement des territoires, les 145 territoires du Congo. Pensez-vous avec l'enrôlement décembre? Il est focus sur des questions sécuritaires et sur des questions de développement. Le moment viendra, nous parlerons des questions électorales et dans un cadre de discussion normale, on pourra dégager qui seraient les candidats pour nous, FAC, pour 2023. Je crois que comme parti politique, nous irons en congrès d'ici le premier trimestre de l'année prochaine pour lever les options majeures par rapport à 2023. Vous partez déjà en congrès lorsque les lignes qu'on voit, c'est flou. Qu'est-ce qui est flou? Flou, élection en 2023. Mais je ne comprends pas pourquoi... Parce qu'on n'a pas le calendrier électoral. Je crois que les 18 ans du président Kabila a bousillé un peu les logiciels congolais par rapport au respect de la Constitution. En fait, nous étions habitués par un monsieur qui pouvait torpiller à sa guise la Constitution de la République. J'étais même un désespoir par rapport aux articles verrouillés de la Constitution qui pouvaient aller plus loin que ça. Et les Congolais commençaient à y croire. Non, monsieur Philippe, nous irons aux élections dans les délais constitutionnels. Je vous donne des indicateurs qui prouvent que réellement, nous irons aux élections. Oui. Nous avons une CENI installée, un bureau qui est déjà opérationnel, un bureau qui a même déjà commandé les kits électoraux. D'accord? CENI a un problème. J'ai suivi le président Fayoulou, il avait dit qu'il n'avait aucun problème avec le président Kadima. Mais avec les autres membres du bureau. On parle ici de la CENI, c'est la tête qu'on voit. Lui-même, l'honorable Martin Fayoulou avait dit qu'il n'avait aucun problème avec le président Kadima et qu'il ne remettait pas en cause sa présence à la CENI. D'accord? Nous avons suivi l'ECC et la SENCO aller les rendre visite. Donc c'est un bureau qui est légitime. Bon. Il faudrait qu'on passe. On a un bureau qui investit et au personnel aussi. Nous avons une loi électorale votée, promulguée par le président de la République. Nous avons le lancement des opérations d'enrôlement, dont on a vu déjà les spécimens des cartes d'électeurs. Incessamment, nous commencerons l'enrôlement. Après, il y aura nous avons déjà même une feuille de route de la CENI qui est publiée. Maintenant, nous attendons le calendrier électoral et la cartographie électorale qui va venir, je crois, un peu plus tard. Nous avons déjà des indicateurs. Dans la cartographie, déjà, il y a certains politiques parlent de la tricherie. Non, il faut pas dresser les lits de la contestation. C'est normal parce que vous êtes du côté du pouvoir. Il faut pas. Je vous parle comme un ancien activiste, un militant que vous connaissez. J'ai donné ma vie et ma liberté. Mais maintenant vous êtes au pouvoir. J'ai donné ma vie et ma liberté pour le respect de la Constitution. Je crois que c'est une valeur dont je ne peux jamais intransiger. Donc on va rester sur ces caps-là et nous aurons des élections. Il ne faut pas dresser les lits de la contestation. Il faut plutôt que nos camarades qui pensent qu'il y aurait d'une certaine manière une préparation de la tricherie, qu'ils préparent les déploiements de leurs témoins dans tous les bureaux de vote. Le président Kadima l'avait dit qu'il va publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il faut qu'il se prépare pour un déploiement
dans tous les bureaux de vote. Il faut qu'ils se préparent pour des campagnes de civisme électoral auprès des citoyens, auprès de la population, pour que réellement les prochaines élections qui auront lieu dans quelques mois, les résultats reflètent réellement la volonté des Congolais. Il ne faut pas préparer les gens à brûler pendant qu'il n'y a rien à brûler. Nous irons aux élections. Les candidats qui seront prêts à en découdre à tous les scrutins, qui se préparent tout simplement. Revenons au plan de sortie de M. Vital Kamerhe. Je voulais poser la question par rapport pour la population. Quelle place, quel est l'intérêt de la population individuellement? Quand je parle de la population, je fais allusion aux mamans, aux enfants de l'Est qui souffrent maintenant. Leur part par rapport à la justice. Qu'est-ce que le plan avait proposé? Est-ce que le plan de sortie avait proposé quelque chose? Le plan de sortie de crise a aussi un aspect humanitaire. Humanitaire, oui. Le président Kamerhe avait demandé que la machine humanitaire puisse se mettre en place. Vous savez, aujourd'hui, nos mamans donnent vie dans des conditions inhumaines. J'ai vu une photo moi-même ce matin où une femme a donné naissance à un bébé et il pleuvait. Elle a couvert les bébés de sachets. C'est incroyable. Il faut un déploiement de l'aide humanitaire conséquente par rapport à tous les déplacés, des Bunagana, des Rutshuru. Là, c'est dans le plan. Les plans avaient proposé cela. Un déploiement humanitaire pour aider les populations victimes de ces mouvements. Et même le président Kamerhe, en étant, je crois, au Sud Kivu, elle avait posé un acte dans le sens. Et aussi, les plans ne disent pas que les auteurs de ces atrocités seront blanchis. Pas du tout, parce que les plans interdisent tout mixage et brassage des éléments des M23 au sein de l'armée ou au sein de l'appareil sécuritaire et politique du Congo. C'est déjà un moyen de leur permettre de répondre de leurs actes devant la justice s'ils sont des Congolais. Donc, ce côté-là, tout côté message, vous n'avez pas vraiment communiqué sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations sur ça. Non, il ne faut pas suivre des mauvaises langues. Les gens ne prennent pas le temps de lire et de comprendre. Le plan a été publié, il fallait lire. Il y a même des supports audiovisuels qui ont été faits pour vulgariser cela auprès de la population. Ben, s'ils ne veulent pas lire ou s'ils ne veulent pas comprendre, c'est là un problème. Mais la cible pour laquelle ces plans avaient été publiés, la cible a été informée et je crois que c'est la mise en œuvre maintenant qui compte pour nous. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a lancé la campagne Défendons la patrie. Côté FAC, votre parti politique, comment vous avez reçu ce message de campagne, comment vous vous préparez? Non, je crois que FAC, c'est d'abord un parti nationaliste. Donc, nous mettons les intérêts du Congo au centre. La campagne que je salue, lancée par le gouvernement, par le truchement du ministre Muyaya, c'est une très bonne chose. Il faut créer un élan de solidarité et un élan d'union et d'unité entre les Congolais de tous bords. C'est très important. Et quand nous voyons certains comportements allant dans le sens de mettre en péril l'appel du président de la République pour unir davantage les Congolais autour des FARDC. C'est quoi ces comportements? Je ne veux pas accorder du crédit à cela. C'est nauséabond en fait. Quand nous voyons certains comportements de nos compatriotes, même ceux-là même qui ont le pouvoir actuellement, gênent la quiétude et la paix sociale, gage de l'unité nationale, ça nous inquiète. Nous nous disons, est-ce que réellement ces gens comprennent la portée et l'exigence de l'unité nationale? Je crois que nous sommes appelés tous à un sursaut patriotique, de comprendre que l'heure est grave,
il n'est pas important de se chamailler, de se disputer entre nous, de chercher qui a fait quoi pendant 18 ans et qui n'a pas fait quoi pendant 4 ans. C'est de mettre nos forces ensemble pour vaincre l'ennemi. Et nous sommes en train de le vaincre déjà. Donc il faudrait décourager les attitudes, les comportements et les provocations qui vont dans le sens de gêner l'appel à l'unité nationale. Appel à l'unité nationale, là vous avez raison, dans les réseaux sociaux, on voit certains messages. C'est écœurant, il faut décourager ça, c'est pas bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Philippe. Ce n'était pas facile, vu la tension et certaines interprétations. Je serai toujours là pour répondre à vos invitations. Merci beaucoup pour l'occasion offerte. Merci, M. Herman Boa. Merci beaucoup, M. Philippe. Merci de nous avoir suivis à travers le monde grâce à Perfect Télévision, YouTube Peter Tchani. Notre invité, c'est Herman Boa, qui est président de Force d'Avenir pour le Congo, FAC, et rapporteur des allées de l'UNC, un ancien activiste des droits de l'homme. Bien évidemment. Un grand combattant. Bien évidemment. Au revoir, au revoir.